Maman, tu ne sers plus à rien. Tu es une vieille inutile. C'est Stéphanie qui a prononcé ces mots, ma belle-fille, assise à la table du dîner chez mon fils. Tout le monde était là. Guillaume assis à côté d'elle, mes petits-enfants Théo et Chloé de l'autre côté de la table et la belle-sœur de Stéphanie, Valérie, que je connaissais à peine. La conversation s'est arrêtée net. Le bruit des couverts sur les assiettes a disparu dans le vide. Il ne restait que le son de la télévision allumée dans le salon, à volume bas, un bourdonnement indistinct qui remplissait le malaise. Chloé a baissé la tête, fixant son assiette. Théo a sorti son téléphone portable, feignant d'être ailleurs. Personne n'a dit un mot. Stéphanie a croisé les bras et m'a regardé de haut, avec ce petit sourire en coin qui plissait à peine ses lèvres. Guillaume a détourné le regard, fixant la fenêtre, comme s'il y avait quelque chose de fascinant dans l'obscurité du jardin. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une grande inspiration. J'ai essuyé ma bouche avec la serviette en lin que j'avais moi-même brodée à la main des années auparavant, et je me suis levé lentement de ma chaise. Vous savez, quand vous sentez que tout votre être voudrait hurler, mais que la seule chose qui sort est un silence assourdissant, c'était exactement ça. J'ai pris mon sac à main et je suis sortie sans me retourner une seule fois. 30 ans. 30 ans passés à élever Guillaume toute seule, après la mort de son père. J'ai travaillé comme couturière jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, jusqu'à ce que mes articulations brûlent, pour payer ses grandes écoles, pour payer son mariage. 3 mois après ce soir-là, Stéphanie a découvert que « vieille inutile » n'était pas du tout la bonne définition. Parce que ce que j'avais gardé secrètement pendant toutes ces années allait tout changer. Et quand elle a réalisé l'ampleur de l'erreur qu'elle avait commise, il était déjà trop tard pour réparer quoi que ce soit. Attendez pourtant, car vous n'avez pas encore entendu le pire. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je suis devenue veuve à 37 ans. Jacques, mon mari, est mort dans un accident de moto en rentrant du travail sur le périphérique. Guillaume avait seulement 10 ans. D'un moment à l'autre, nous étions restés seuls, lui et moi, face au monde. J'étais couturière. Je travaillais à la maison, je faisais des vêtements sur mesure. Des robes de soirée, des ourlets de pantalons, des rideaux lourds, tout ce qui se présentait. Parfois, je restais éveillée jusqu'à 3 heures du matin, courbée sur ma machine pour réussir à livrer les commandes à temps. Le bourdonnement rythmé de cette vieille Singer était la bande originale de notre vie, jour et nuit. Je n'ai jamais laissé Guillaume manquer de rien. Il a étudié dans une école privée catholique parce que je ne voulais pas qu'il perde son année ou qu'il prenne du retard par rapport aux autres. Je réduisais mes dépenses alimentaires pour payer les frais de scolarité. J'ai arrêté d'acheter des vêtements pour moi-même. J'ai porté le même manteau d'hiver pendant 8 ans, le raccommodant chaque fois qu'il s'usait. Quand il a voulu s'inscrire en école d'ingénieur, j'ai vendu l'alliance en or que Jacques m'avait passée au doigt. Je l'ai vendue sans y penser 2 fois, le cœur serré, mais décidé. Guillaume ne l'a jamais su. Pour son mariage, j'ai payé exactement la moitié de tout. Stéphanie voulait un traiteur de luxe, voulait un château en région parisienne, voulait un photographe renommé. J'ai mis de côté chaque centime. J'ai travaillé pour 3 mariages différents le même mois, cousant des robes pour des mariés et des demoiselles d'honneur, juste pour réussir à couvrir la part que j'avais promise. Guillaume a toujours été un bon fils, un garçon en or. Il m'appelait tous les jours, passait me voir le week-end, m'accompagnait à mes rendez-vous médicaux. Il m'appelait « maman » avec tendresse, avec une vraie affection. Nous parlions de tout. Il n'y avait pas de secret. Jusqu'à ce que Stéphanie entre dans sa vie. Au début, elle était polie, presque formelle. Elle souriait, m'appelait « Madeleine », faisait des compliments sur ma cuisine traditionnelle. Mais après le mariage, les choses ont commencé à changer, doucement, comme une fine fissure dans un vase. Elle a commencé à organiser des sorties sans me prévenir. Elle oubliait de m'inviter aux anniversaires des enfants. Elle répondait par monosyllabes quand je l'appelais au téléphone. Et Guillaume a changé avec elle, comme s'il avait été absorbé par son orbite. Les appels de Guillaume ont commencé à devenir de plus en plus brefs, de plus en plus précipités. Avant, il me demandait comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, si ma tension était sous contrôle. Après quelques mois de mariage, il répondait seulement pour confirmer un détail logistique rapide. « Maman, je ne peux pas passer dimanche. »
Maman, Stéphanie a pris un engagement. Maman, on en parle après, je suis occupée au bureau là. Je comprenais. Ou du moins, j'essayais de comprendre. Il avait sa vie, sa famille, ses responsabilités. Mais ça faisait mal, une douleur sourde dans la poitrine, quand il raccrochait avant que j'aie fini de lui raconter ma journée. Un jour, je l'ai appelé pour le prévenir que j'allais préparer le gâteau au yaourt et au citron qu'il aimait tant depuis l'enfance. C'était son anniversaire. Il m'a dit que Stéphanie avait déjà commandé un gâteau design chez un grand pâtissier. Je lui ai demandé si je pouvais apporter le mien quand même, par tradition. Il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a dit que ce n'était pas la peine, qu'il y aurait déjà trop de choses à manger. Le jour de l'anniversaire, j'y suis allée quand même. J'ai apporté le gâteau, enveloppé dans du papier aluminium. Quand je suis arrivée, Stéphanie a regardé le paquet dans mes mains et a dit « Ah, Madeleine, il ne fallait pas vous déranger », mais elle ne l'a pas pris. Elle l'a laissé sur le plan de travail de la cuisine, dans un coin. À la fin de la fête, le gâteau était toujours là, intact. Personne n'y avait touché. Je l'ai rapporté chez moi, me sentant stupide. Après cet épisode, ils ont arrêté de me prévenir des choses importantes. J'ai découvert que Théo passait en classe supérieure seulement parce que la voisine me l'a mentionné en passant. J'ai découvert que Chloé avait gagné une médaille de natation parce que j'ai vu la photo sur Facebook. Personne ne m'avait appelé pour me le raconter, pour partager cette joie. Quand je demandais des explications, Guillaume disait qu'il avait oublié, qu'il avait trop de soucis en tête. Stéphanie disait qu'elle pensait qu'il m'avait déjà prévenu, rejetant la faute sur lui. J'ai commencé à sentir, de manière inéquivoque, que j'étais de trop, que je dérangeais. Le Noël de cette année-là, ils ont organisé le réveillon chez la mère de Stéphanie. Je ne l'ai appris que le 23 décembre, quand j'ai appelé pour demander à quelle heure je devais arriver pour le dîner. Guillaume était gêné. Il a dit que Stéphanie avait tout organisé avec sa famille à elle, mais que si je voulais, je pouvais venir aussi, comme une pièce rapportée de dernière minute. Je n'y suis pas allée. J'ai passé Noël toute seule, devant la télévision. L'année suivante, ils ont fait un déjeuner pour le Nouvel An et ne m'ont pas invité du tout. J'ai vu les photos sur le compte Instagram de Guillaume. Tout le monde riait, les enfants jouaient, Stéphanie portait une nouvelle robe de marque. J'ai commencé à noter les dates dans ma tête. Je ne le faisais pas exprès. Simplement, je me souvenais. De chaque absence, de chaque silence. Leurs visites chez moi ont cessé complètement. Avant, Guillaume passait au moins une fois par semaine pour un café. Puis c'est devenu une fois par mois. Puis tous les 2 mois. Toujours pressé, toujours avec une excuse prête pour partir le plus vite possible. Stéphanie n'est plus jamais venue me voir. Quand c'est moi qui allais chez eux, elle s'enfermait dans sa chambre. Ou elle sortait. Ou elle faisait semblant d'être terriblement occupée sur son ordinateur. Une fois, je suis arrivée, et elle était sur le canapé en train de faire défiler son téléphone. Quand elle m'a vue entrer, elle s'est levée d'un bond et est partie dans la cuisine sans dire un mot, sans même un bonjour. J'ai demandé à Guillaume si j'avais fait quelque chose de mal, si je l'avais offensé. Il a dit que non, que j'exagérais, que Stéphanie était comme ça, un peu réservée, un peu dans son monde, mais je savais que ce n'était pas la raison. Un jour, j'étais chez eux et je l'ai entendu parler au téléphone avec quelqu'un, peut-être sa mère ou une amie. Elle était dans la chambre, mais la porte était entr'ouverte. Elle a dit « Je n'en peux plus de devoir faire semblant. La vieille est là et elle ne part jamais. » J'ai fait semblant de n'avoir rien entendu. Je suis restée 10 minutes de plus, la boule au ventre, et puis je suis partie en inventant une excuse. Ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé et a changé pour toujours. J'ai commencé à prêter attention à chaque détail, à la façon dont elle me regardait, avec un mépris mal dissimulé, à la façon dont Guillaume changeait de sujet chaque fois que je parlais de dépenses ou d'argent, à la façon dont les deux chuchotaient entre eux quand j'entrais dans la pièce, s'interrompant brusquement. Une fois, je suis arrivée et ils examinaient des papiers sur la table. Quand ils m'ont vue, ils les ont cachés rapidement sous un magazine. J'ai demandé ce que c'était. Stéphanie a dit que c'était des factures. Juste ça, des factures. Une autre fois, je l'ai entendu demander à Guillaume combien je touchais exactement de retraite. Il a dit qu'il ne le savait pas avec précision. Elle a insisté, elle voulait des chiffres. Il a changé de sujet quand il m'a vu arriver.
J'ai commencé à remarquer qu'ils avaient un intérêt morbide pour ma situation financière. Ils me demandaient si je m'en sortais financièrement, si la retraite suffisait pour finir le mois, si j'avais des dettes en cours, si j'avais mis quelque chose de côté pour les urgences. Je répondais toujours que tout allait bien, que je me débrouillais. Et c'était vrai. Mais il ne s'agissait pas seulement de la retraite. Ils ne savaient rien. C'est un samedi après-midi que tout est devenu limpide. J'étais allée chez Guillaume pour lui apporter un Tupperware avec le déjeuner. La semaine précédente, il avait commenté que ma cuisine lui manquait. Alors j'avais préparé ce poulet basquez qu'il adorait depuis qu'il était petit. J'ai sonné à la porte. Personne n'a répondu. Mais leur voiture était garée dans l'allée. J'avais les clés de la maison. Guillaume me les avait données des années auparavant, quand ils étaient partis en vacances et que j'étais restée pour arroser les plantes et nourrir le chat. Je ne les avais jamais utilisés sans prévenir, mais ce jour-là, je les ai utilisés. J'ai ouvert la porte doucement et j'ai appelé son nom. Aucune réponse. Je suis allée vers la cuisine, j'ai laissé le plat dans le frigo. Alors que j'allais sortir, j'ai entendu des voix provenant du bureau. La porte était presque fermée, seule une fente de lumière passait. J'allais frapper, mais je me suis arrêtée net quand j'ai entendu mon nom. « Madeleine ne doit rien savoir de ça, Stéphanie. » C'était la voix de Guillaume. « Elle ne saura rien. On règle tout avant. Tu es fils unique. C'est ton droit. » Mon cœur a commencé à battre la chamade contre mes côtes. Mais je ne sais même pas si elle le possède vraiment. Ce pourrait n'être qu'une rumeur. Ce n'est pas une rumeur, Guillaume. La mère de Sophie travaillait avec ta mère dans les années 90 et elle a dit que Madeleine a parlé une fois d'un terrain que Jacques lui avait laissé. Et elle n'a plus jamais abordé le sujet. Je me suis sentie glacée, le terrain. D'accord, mais c'était il y a 30 ans. Elle a pu le vendre. Ou elle a pu ne pas le faire, et s'il est encore à son nom, ou pire, si elle décide de le léguer à une association, à l'église, que sais-je, nous devons sécuriser ce patrimoine. Comment on fait ? Stéphanie a hésité quelques secondes, puis sa voix s'est faite plus basse et plus dure. Il existe des moyens légaux, Guillaume. On peut obtenir un certificat médical disant qu'elle n'est plus en état d'administrer ses biens. Tu es le fils, tu assumes la tutelle légale. J'ai retenu mon souffle, m'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Tu veux dire mettre ma mère sous tutelle ? Pas besoin de l'interner. Il suffit de déclarer qu'elle a besoin d'assistance pour gérer ses finances. Elle a 67 ans. On dira qu'elle oublie des choses, qu'elle est confuse, qu'elle n'est plus lucide. 2 médecins signent l'expertise. C'est une procédure rapide. Je ne sais pas, Stéphanie. Guillaume, réveille-toi. On paie l'école privée pour 2 enfants, le crédit de la voiture, le prêt de cette maison qui nous étouffe. S'il y a un terrain au nom de ta mère et qu'elle meurt sans testament, tout te revient. Mais si elle décide de le donner, et si elle se remarie, et si elle fait une bêtise ? Se remarier, faire des bêtises. J'étais seule depuis 30 ans. Et dans sa tête, je n'étais qu'un problème à résoudre, un obstacle à leur bien-être. Je vais y réfléchir. Réfléchis vite, parce que plus elle vieillit, plus la situation devient compliquée. Je suis sortie de là sans faire le moindre bruit, comme un fantôme. J'ai refermé la porte d'entrée délicatement, j'ai descendu les marches, je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusque chez moi en pilote automatique. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir le volant. Je suis arrivée chez moi, je me suis assise à la table de la cuisine et je suis restée à fixer le mur blanc pendant des heures. Il voulait me retirer le contrôle de ma propre vie. Et tout ça à cause du terrain. Oui, le terrain existait. Et il n'y avait pas que le terrain. Quand Jacques est mort, il avait laissé une petite parcelle de terre en banlieue est, vers Marne-la-Vallée. À l'époque, c'était loin. C'était juste des champs et des broussailles. Personne n'aurait parié un franc dessus. J'ai gardé les papiers et je n'y ai jamais touché. Avec le temps, la ville s'était étendue. Ils avaient construit de nouvelles routes, le parc Disney n'était pas loin, des centres commerciaux, des résidences. Je n'avais jamais vendu. J'avais juste gardé. Et j'avais gardé bien plus que ça. Pendant les années où je cousais jour et nuit, je ne dépensais pas tout ce que je gagnais. Je mettais une partie de côté. Je plaçais l'argent sur un vieux livret A que j'avais ouvert juste après la mort de Jacques. Personne ne le savait. Pas même Guillaume. Je versais petit à petit. 50 € par-ci, 100 par-là. Pendant 30 ans. Ce n'était pas une fortune de milliardaire.
mais c'était quelque chose. Et puis, il y avait un petit appartement que j'avais acheté il y a 15 ans, à une époque où les commandes de couture marchaient fort. Je l'avais acheté sur plan, en payant doucement. Un 2 pièces dans le 11e arrondissement de Paris. Je ne l'avais mis qu'à mon nom. Je n'en avais jamais parlé à personne. Je l'avais mis en location. L'argent du loyer allait directement sur un compte séparé. Je n'avais jamais caché tout cela par méchanceté. Je voulais juste avoir quelque chose qui soit à moi, quelque chose que personne ne puisse m'enlever si les choses tournaient un peu mal. Et maintenant, il voulait tout me prendre. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée à réfléchir à ce que je devais faire. Le lendemain, j'ai sorti tous les documents du coffre cachés dans l'armoire. L'acte de propriété du terrain, le titre de propriété de l'appartement, les relevés bancaires. J'ai tout relu attentivement. Et j'ai commencé à construire ma défense. 2 semaines plus tard, Guillaume m'a appelé. « Maman, viens dîner à la maison samedi. Ce sera un repas de famille. » Cela m'a semblé étrange. Cela faisait des mois qu'il ne m'invitait à rien. Mais j'ai dit oui. Quelque chose me disait que je devais être là, que c'était nécessaire. Je suis arrivée à 19h. La table était dressée avec soin. Il y avait Théo, Chloé, Stéphanie, Guillaume et Valérie, la belle-sœur de Stéphanie. Valérie venait d'arriver de Lyon et logeait chez eux. Stéphanie m'a salué sèchement, juste un signe de tête. Guillaume m'a fait une bise rapide sur la joue, fuyant. Les enfants m'ont à peine regardé, perdus dans leurs écrans. Je me suis assise en bout de table, à la place qu'ils laissaient habituellement vide. La conversation tournait autour de Valérie, de son voyage, de son nouveau travail prestigieux. J'essayais de m'insérer dans la discussion, de poser une question, mais personne ne me tendait la perche. Mes paroles tombaient dans le vide. Au milieu du dîner, Stéphanie a regardé Guillaume et a dit, d'un ton calculé, « Chérie, tu l'as dit à ta mère ?» Il s'est raidi visiblement. « Dis quoi ?» ai-je demandé en posant ma fourchette. « Qu'on pense acheter une maison plus grande. Mais c'est difficile, vous savez, les prix sont exorbitants. On est un peu serré niveau budget. » Je n'ai pas répondu. J'ai continué à manger, fixant mon assiette. « Et vous, Madeleine, comment ça se passe avec la retraite? Vous arrivez à bien vivre ?»« J'y arrive, » ai-je dit simplement. « Juste avec la retraite ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux. « Juste avec ça. » Elle a échangé un regard entendu avec Guillaume. « C'est qu'on pensait, vous vivez seule dans cette maison, vous payez les charges toute seule, vous devez tout gérer seule. On pourrait vous aider, vous savez. Vous pourriez venir vivre ici avec nous. Ce serait mieux pour tout le monde. »« Je suis bien chez moi, » ai-je répondu sèchement. « Mais vous ne rajeunissez pas, n'est-ce pas? Et s'il arrive quelque chose? Et si vous tombez? Qui le saura ?» Guillaume ne disait rien. Il fixait son assiette comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. « Maman a raison, mamie. Tu devrais venir habiter ici, » a dit Chloé, sans me regarder, répétant une phrase qu'elle avait probablement entendue 1000 fois. « Je ne veux pas, » ai-je dit fermement. Stéphanie a émis un petit rire nerveux. « Oh là là, Madeleine, vous êtes vraiment têtue, hein? On essaie juste de vous aider. Mais on dirait que vous n'acceptez l'aide de personne. Je n'ai pas besoin d'aide. Si, vous en avez besoin. C'est vous qui ne vous en rendez pas compte. L'atmosphère est devenue lourde, dense. Valérie regardait d'un côté, puis de l'autre, embarrassée, ne sachant plus où se mettre. Théo jouait avec son téléphone. Chloé poussait la nourriture dans son assiette avec sa fourchette. C'est à ce moment-là que Stéphanie s'est penchée sur sa chaise et a parlé, s'adressant à Valérie comme si je n'étais même pas présente dans la pièce. « C'est compliqué, tu sais, Valérie. On essaie par tous les moyens, mais il y a des gens qui ne comprennent vraiment pas. Il arrive un âge où une personne ne sert plus à rien. » Et puis elle s'est tournée vers moi avec un regard froid. « Maman, tu ne sers plus à rien. Tu es une vieille inutile. » Le silence est tombé sur la pièce comme une pierre tombale. Chloé a baissé la tête. Théo a arrêté de toucher à son téléphone, mais n'a pas levé les yeux. Valérie est restée pétrifiée. Guillaume a regardé vers la fenêtre. Stéphanie a croisé les bras et m'a défié du regard. Elle avait ce petit sourire de triomphe, comme quelqu'un qui pense avoir marqué le point décisif. J'ai pris une grande inspiration. J'ai senti ma poitrine se serrer, ma gorge se nouer douloureusement. Mais je ne lui donnerai jamais la satisfaction de me voir pleurer. Jamais. J'ai essuyé ma bouche avec la serviette.
Cette même serviette que j'avais brodée et offerte à Stéphanie pour leur premier Noël ensemble. Je me suis levée de ma chaise lentement, avec dignité. J'ai pris mon sac. « Excusez-moi », ai-je dit, et je suis sortie. Personne ne m'a suivi, personne ne m'a appelé, personne n'a demandé pardon. Je suis montée dans ma voiture, j'ai fermé la portière, et seulement à ce moment-là, j'ai laissé les larmes couler. Je suis arrivée chez moi, et je suis allée directement dans ma chambre. Je me suis assise au bord du lit, et j'ai laissé sortir toute la douleur. J'ai pleuré, jusqu'à n'avoir plus de larmes. J'ai pleuré pour l'humiliation brûlante. J'ai pleuré pour Guillaume, qui ne m'avait pas défendu. J'ai pleuré pour mes petits-enfants qui étaient restés silencieux. J'ai pleuré pour moi-même, qui avait donné 30 ans de ma vie pour élever un fils qui me traitait maintenant comme un poids mort. Vieille inutile. Ces mots ont martelé ma tête toute la nuit. Je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée à fixer le plafond, repassant chaque moment de ma vie, chaque sacrifice, chaque nuit passée éveillée à coudre, chaque facture payée toute seule, l'alliance vendue, le manteau porté pendant 8 ans, le gâteau au citron que personne n'avait touché. Quand le soleil s'est levé, j'étais encore éveillée. Je me suis levée, j'ai pris une douche, j'ai préparé du café. Je me suis assise à la table de la cuisine avec la tasse à la main et j'ai regardé autour de moi. La maison était vide. Elle l'avait toujours été ces dernières années. Mais ce jour-là, le silence avait un poids différent. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé définitivement. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais plus accepter. Et je n'allais plus rester silencieuse. Je me suis levée de table, je suis allée dans la chambre et j'ai ouvert l'armoire. Au fond, derrière les vieilles boîtes à chaussures, il y avait le dossier de documents que je gardais depuis la mort de Jacques. J'ai tout mis sur le lit. D'abord, j'ai pris l'acte de propriété du terrain. C'était une parcelle de 400 mètres carrés près de Marne-la-Vallée. Quand Jacques l'avait acheté, il n'y avait que des champs autour. Aujourd'hui, il y a une résidence de standing à côté, un centre commercial à 3 rues et le RER à 10 minutes. Je ne l'avais jamais vendu parce que je n'en avais jamais eu besoin. Mais je savais combien ça valait. J'avais vu les annonces immobilières des terrains voisins. Ça valait plus de 400 000 €. Puis, j'ai pris le contrat de l'appartement. Un 2 pièces dans le 11e arrondissement. Acheté il y a 15 ans, sur plan, en payant doucement. Mis à mon nom et jamais mentionné à personne. Aujourd'hui, il était loué à un couple de professeurs. Le loyer entrait directement sur mon compte séparé. Valeur actuelle, environ 350 000 €. Et puis, j'ai pris les relevés bancaires. J'avais 3 comptes. Le premier était celui que tout le monde connaissait, où arrivait la retraite. Le deuxième était le vieux livret A que j'avais ouvert juste après être devenue veuve. Le troisième était un compte en ligne que j'avais ouvert il y a 5 ans, quand une cliente m'avait appris à le faire. Sur le livret A et l'assurance vie, il y avait 200 000 €. 30 ans d'économie mise de côté petit à petit. Je n'avais jamais rien retiré, juste versé. Sur le compte en ligne, il y avait l'argent des loyers accumulés. Encore 70 000 €. Au total, en comptant le terrain, l'appartement et les liquidités, j'avais un patrimoine de plus d'1 million d'euros. 1 million. Et Guillaume ne savait rien. Stéphanie pensait que j'étais une pauvre vieille qui vivait de sa petite retraite. Je me suis assise sur le lit en regardant tout ce patrimoine éparpillé sur le couvre-lit. Il voulait me déclarer incapable. Il voulait prendre le contrôle de mes biens. Il voulait me traiter comme un obstacle. Et il pensait que je n'avais rien à perdre. Mais j'en avais, et beaucoup. Et maintenant, j'allais le protéger avec férocité. Je suis allée au tiroir de la commode et j'ai pris un vieux cahier. J'ai commencé à tout écrire. Chaque chose dont je me souvenais, chaque date, chaque situation, le Noël passé seul, l'anniversaire de Guillaume auquel je n'avais pas été invitée, le gâteau que personne n'avait mangé, la conversation entendue dans le bureau, la phrase que Stéphanie avait dite au téléphone, l'humiliation au dîner. J'ai tout noté. Nom, date, fait, témoin présent. Ensuite, j'ai organisé les documents. J'ai fait des photocopies de tout. Je les ai mises dans un dossier propre. Acte du terrain, titre de l'appartement, relevé bancaire des 6 derniers mois, avis de taxes foncières, quittance de loyer perçu. Tout certifié. Tout à mon nom. Tout en ordre parfait.
J'ai appelé la banque et j'ai demandé un rapport complet des 3 comptes. La conseillère m'a demandé si je voulais passer à l'agence ou si elle pouvait l'envoyer par email. J'ai dit que je voulais les deux. J'ai pris rendez-vous pour lundi matin. Puis j'ai appelé l'agence immobilière qui gérait la location de l'appartement. J'ai demandé un récapitulatif des 5 dernières années. La jeune femme a dit qu'elle allait le préparer et que je pouvais passer le chercher la semaine suivante. Je m'organisais comme un général avant la bataille. Mais ce n'était pas suffisant. Je devais aussi me protéger légalement. J'ai pris mon portable et j'ai appelé le docteur Dubois, mon médecin traitant qui me suivait depuis plus de 15 ans. J'ai pris rendez-vous pour mardi. J'allais demander un certificat de bonne santé mentale. J'allais faire acter que j'étais lucide, que j'avais toute ma conscience, que j'avais toute ma capacité de discernement. Je n'allais leur laisser aucune chance d'inventer que j'étais confuse ou sénile. J'ai aussi appelé le notaire et demandé des informations sur le testament. La clerc de notaire m'a expliqué que je pouvais faire un testament authentique, enregistré, qui resterait archivé là-bas. Personne ne pourrait y toucher ou le cacher. J'ai pris rendez-vous pour vendredi. J'ai passé tout le dimanche à classer mes papiers. Lundi matin, je suis allée à la banque. Je me suis assise avec le directeur, M. Martin, qui me connaissait depuis l'ouverture de mon premier compte. Je lui ai expliqué la situation. Il est devenu sérieux. « Vous voulez bloquer l'accès aux tiers, Madame Madeleine ?» « Je le veux, et je veux qu'il soit enregistré que je suis la seule administratrice de tout, seule. » Il a préparé les documents. J'ai tout signé. J'ai pris les copies. Mardi, je suis allée chez le docteur Dubois. Elle m'a examinée, a longuement parlé avec moi, m'a posé des questions sur l'actualité, la mémoire. À la fin, elle a écrit sur le rapport. Patiente parfaitement lucide, orientée dans le temps et l'espace, avec pleine capacité de discernement et d'autonomie de gestion. J'ai demandé 3 copies certifiées. Vendredi, je suis allée chez le notaire et j'ai fait mon testament. J'ai tout mis noir sur blanc. Le terrain, l'appartement, les comptes. J'ai choisi à qui allait chaque chose. Et ce n'était pas à Guillaume. Du moins, pas tant qu'il resterait marié à cette femme. Je suis rentrée chez moi avec tous les documents organisés, rangés dans un dossier neuf, fermés à clé dans un tiroir. Et puis, j'ai attendu. Parce que je savais qu'ils allaient tenter quelque chose. Et quand ils essaieraient, je serais prête. Le mercredi suivant, j'étais dans le salon quand le téléphone a sonné. C'était Guillaume. « Maman, il faut qu'on parle. »« De quoi ? » ?»« De toi. On est inquiet. Stéphanie a remarqué que ces derniers temps, tu es oublieuse, confuse. On pense que tu as besoin d'aide. Oublieuse, confuse. Exactement les mots que j'avais entendus dans cette conversation dans le bureau. Je n'oublie rien du tout, Guillaume. Maman, ne t'énerve pas. C'est juste une visite de contrôle. On prend rendez-vous avec un spécialiste et... Je suis déjà allée chez le médecin. Je vais très bien. Il est resté silencieux quelques secondes, déstabilisé. Ah, d'accord. On en reparle après. Et il a raccroché. Je savais que ce n'était que le début. Ils allaient réessayer. Ils allaient insister. Et si je ne faisais rien, ils allaient réussir. Je me suis assise sur le canapé avec le téléphone à la main et j'ai pensé à qui je pouvais faire confiance. J'avais besoin de quelqu'un qui connaisse la loi, quelqu'un qui puisse me guider. C'est là que je me suis souvenue de Maître Renard. Maître Renard était avocat. Il avait été un ami de Jacques. Ils travaillaient ensemble pour la même entreprise il y a bien longtemps. Quand Jacques est mort, Maître Renard m'avait aidé avec les papiers de la succession, avec la sécurité sociale, avec les assurances. Depuis, on se croisait de temps en temps au marché ou à la pharmacie. Il me demandait toujours de mes nouvelles, avec une gentillesse d'autrefois. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé son cabinet. La secrétaire a répondu. J'ai dit mon nom et j'ai demandé si je pouvais lui parler. Elle m'a demandé de patienter. « Madeleine, quelle bonne surprise. Tout va bien ?»« Tout va bien, maître. Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais fixer un rendez-vous avec vous. C'est pour une affaire personnelle. »« Bien sûr. Pouvez-vous venir cet après-midi, vers 15 heures ? » ?»« Oui, je peux. » Je suis arrivée à son cabinet à 15 heures pile. Il m'a reçue dans son bureau, a fermé la porte, m'a offert un café. Je me suis assise sur le fauteuil en face de son grand bureau en bois et je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais surprise, la tentative de me déclarer incapable, l'humiliation subie au dîner.
Les mots venimeux de Stéphanie. L'appel de Guillaume ce matin-là. Maître Renard m'a écouté dans un silence religieux, prenant des notes sur un bloc jaune. Quand j'ai fini, il a poussé un long soupir et a retiré ses lunettes. « Madeleine, c'est grave. Ils planifient de demander une mise sous tutelle. S'ils réussissent à obtenir 2 expertises médicales complaisantes, un juge pourrait nommer Guillaume comme votre tuteur légal. Et à ce moment-là, vous perdriez le contrôle de tout. Je sais, mais vous avez pris les devants, et c'est un coup de maître. Il a pris les documents que j'avais apportés. Il a examiné l'acte du terrain, le titre de l'appartement, les relevés, le certificat médical, le récépissé du testament. Vous avez tout fait parfaitement. Tout est en règle, tout est documenté. Et ce certificat du docteur Dubois est récent et blindé. Aucun juge sensé n'irait contre ça. Mais ils vont essayer quand même. Ils vont essayer. Et nous devons être prêts à les repousser. Il a ouvert un tiroir et a pris une feuille à en-tête. Il a commencé à écrire. Premièrement, on protège les biens. Vous avez déjà fait le testament, c'est très bien. Mais je vais préparer une procuration spéciale où vous révoquez expressément tout pouvoir que des tiers pourraient prétendre avoir sur vos biens. Et nous l'enregistrerons aujourd'hui même. Il a continué à écrire. Deuxièmement, s'ils déposent une demande de tutelle, nous la contestons immédiatement. Vous passerez une expertise psychiatrique avec un expert judiciaire de ma confiance. Je connais une excellente professionnelle. Elle attestera de votre totale capacité. Et s'ils insistent encore? Alors nous exposerons leurs intentions frauduleuses. Avez-vous enregistré quelque chose? Avez-vous des témoins? Je n'ai pas enregistré, mais j'ai entendu la conversation dans leur bureau. Et au dîner? Il y avait d'autres personnes? Oui, la belle-sœur de Stéphanie, mes petits-enfants. Les petits-enfants sont mineurs? Chloé a 15 ans, Théo en a 17. Il a noté. Si c'est nécessaire, nous pourrions les faire témoigner. Mais évitons-le. Personne ne veut traîner ses petits-enfants au tribunal. Il a plié la feuille et m'a regardé intensément. Madeleine, voulez-vous aller jusqu'au bout? Je le veux. Alors voici ce qu'on fait. On construit une défense préventive. S'ils essaient de bouger légalement, on les bloque. S'ils tentent de forcer la main, on dépose une main courante. Et si vous le voulez, on organise une réunion formelle, ici, à mon cabinet, pour mettre les cartes sur table. Une réunion? Exactement. On convoque Guillaume et Stéphanie. On présente les documents. On leur montre que vous savez tout et que vous ne permettrez aucune manipulation. C'est une façon de les affronter sans avoir à se disputer à la maison. J'ai réfléchi un instant. Et s'ils ne viennent pas? Alors on envoie une lettre recommandée avec accusé de réception avec copie de tout. Il restera acté qu'ils ont été prévenus. Et s'ils insistent, on passe aux voies judiciaires sévères. Maître Renard s'est adossé à son fauteuil. Mais je vais être franc avec vous. La meilleure voie est la confrontation directe. Vous les convoquez, vous les regardez dans les yeux et vous clarifiez que vous savez tout. D'habitude, ça marche. Parce que quand les gens comprennent qu'ils ont perdu l'effet de surprise et qu'ils ont été découverts, ils font marche arrière. Je savais qu'il avait raison. Alors fixez la réunion. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Il a pris le téléphone. J'appelle Guillaume maintenant et je le préviens que je dois lui parler d'une question juridique qui vous concerne. Je ne donnerai pas de détails. Je fixerai juste le rendez-vous. Vendredi prochain, ça vous va? Ça me va. Il a composé le numéro. Il a attendu. Guillaume a répondu. Maître Renard s'est présenté, a dit qu'il s'occupait de mes intérêts légaux et qu'une réunion avec lui et sa femme était nécessaire. Guillaume a essayé de demander de quoi il s'agissait. Maître Renard a été inflexible. Il est préférable d'en parler de vive voix. Ils ont fixé le rendez-vous pour vendredi, à 10 heures du matin. En raccrochant, Maître Renard m'a regardé avec douceur. « Vous tiendrez le coup, Madeleine ?»« Je tiendrai. » Il a souri. « Je sais que vous tiendrez. Vous avez toujours été une femme forte. Jacques me le disait toujours. Je suis sortie du cabinet avec tout organisé. J'avais un plan, j'avais un allié, et j'avais une date. Vendredi, 10 heures. C'était l'heure de vérité. Les jours jusqu'à vendredi sont passés avec une lenteur exaspérante. Je n'ai bien dormi aucune nuit. Je repassais mentalement chaque scène, ce que j'allais dire, comment ils allaient réagir, si Guillaume allait m'écouter,
si Stéphanie allait essayer de mentir effrontément. Jeudi soir, j'ai préparé mes vêtements. Rien de voyant. Un pantalon noir élégant, un chemisier bleu marine à manches longues, des chaussures fermées confortables. J'ai tout repassé avec une précision maniaque. J'ai tout laissé accroché à la poignée de l'armoire. Puis j'ai vérifié les documents une dernière fois. Tout y était. Acte du terrain, contrat de l'appartement, relevé bancaire, certificat médical, copie du testament. J'ai tout mis dans une pochette transparente et je l'ai laissé sur la table du salon. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé cette pochette. 30 ans de secret, 30 ans d'économie silencieuse. Et maintenant, tout allait être révélé au grand jour. J'ai essayé d'imaginer la tête de Guillaume quand il verrait ces papiers. J'ai essayé d'imaginer la tête de Stéphanie quand elle découvrirait que je n'étais pas la pauvre vieille qu'elle croyait. J'ai très peu dormi. Je me suis réveillée avant 6 heures. J'ai pris une longue douche. Je me suis habillée avec soin. J'ai attaché mes cheveux. Je n'ai pas mis de maquillage, juste un trait de rouge à lèvres claires. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais l'air fatiguée, les traits tirés, mais j'étais solide comme un roc. J'ai pris mon petit déjeuner. Je n'ai rien pu avaler de solide. J'ai juste bu du café noir et un verre d'eau. J'ai pris la pochette, mon sac, et je suis sortie de la maison à 9 heures. Le cabinet de Maître Renard était dans le centre, à 20 minutes en voiture. La circulation parisienne était dense comme d'habitude. Je suis arrivée avec 15 minutes d'avance. Je me suis garée dans une rue latérale et je suis restée dans la voiture quelques minutes, respirant profondément. Vous savez quand vous sentez que toute votre vie se résume à un seul moment? C'était cette sensation-là. Je suis descendue de la voiture, j'ai verrouillé et j'ai marché vers l'immeuble haussmannien. J'ai pris l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton du 5e étage. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai vu le long couloir avec les portes vitrées des bureaux. Celui de Maître Renard était au fond. J'ai poussé la porte. La secrétaire m'a salué. « Bonjour, Madame Madeleine. Maître Renard vous attend. Entrez, je vous en prie. » Je suis entrée dans le bureau. L'avocat était debout près de son bureau, classant des papiers. Quand il m'a vue, il a souri de façon rassurante. « Bonjour, Madeleine. Tout va bien ? » « Tout va bien. Asseyez-vous ici. Ils vont arriver d'un instant à l'autre. » Je me suis assise sur la chaise à droite du bureau. J'ai mis la pochette sur mes genoux. Mes mains étaient moites. Je les ai essuyées sur mon pantalon. L'avocat s'est assis de l'autre côté. « Vous êtes prête ? » « Prête. Vous vous souvenez de ce qu'on a convenu ? » « Je me souviens. Je vous laisse parler en premier. Ensuite, je parle. » « C'est ça. Je présente les documents. J'explique la situation juridique. Et vous dites ce que vous avez sur le cœur, sans hâte, avec calme. » J'ai pris une grande inspiration. « Et s'ils nient ? » Ils nieront, au début. Mais quand ils verront les papiers, ils ne pourront rien nier. Nous sommes restés silencieux quelques minutes. Je regardais par la fenêtre. Je voyais les toits en zinc de l'autre côté de la rue. Le ciel était gris-plomb. À 10 heures pile, la secrétaire a frappé à la porte. Maître, Monsieur Guillaume et Madame Stéphanie sont arrivés. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Faites-les entrer. La porte s'est ouverte. Guillaume est entré le premier. Il s'est figé dès qu'il m'a vu. Stéphanie est entrée juste derrière lui. Elle m'a regardé, a regardé l'avocat et a froncé les sourcils. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas répondu. Maître Renard s'est levé et a indiqué les 2 chaises vides face au bureau. « Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Nous avons des questions importantes à discuter. » Guillaume a regardé Stéphanie. Elle était tendue comme un arc. Ils se sont assis lentement, l'un à côté de l'autre. L'avocat s'est rassis. Il a ouvert un dossier sur le bureau. Il les a regardés tous les deux dans les yeux. « Je vous remercie d'être venu. Cette réunion a été demandée par Madame Madeleine et elle concerne votre tentative de lui soustraire le contrôle de ses biens personnels. » Guillaume est devenu blanc comme un linge. Stéphanie a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je me suis contentée de les fixer dans les yeux, et j'ai attendu. Stéphanie a été la première à réagir, retrouvant son arrogance. « De quoi parlez-vous ? Nous n'avons jamais essayé de lui enlever quoi que ce soit. » L'avocat n'a pas détourné le regard un seul instant. « Ce n'est pas ce que Madame Madeleine a entendu quand vous parliez dans votre bureau il y a 3 semaines. »
Guillaume a pâli encore plus. « Maman, tu étais là ?»« J'étais là, » ai-je dit d'une voix ferme. « J'étais venue vous apporter le déjeuner. La porte était entr'ouverte. J'ai tout entendu. » Stéphanie a croisé les bras, sur la défensive. « Entendu quoi, exactement ?»« Je t'ai entendu dire que tu voulais me faire déclarer incapable. Que tu allais trouver 2 médecins pour signer une expertise disant que je suis confuse. Que tu voulais sécuriser le terrain avant que je fasse une bêtise. » Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé Guillaume en quête d'aide. Il a baissé la tête, honteux. « Guillaume, regarde-moi, » ai-je dit. Il a levé les yeux lentement, plein de peur. « Tu aurais vraiment fait ça à ta mère ?»« Maman, ce n'était pas comme ça. »« Et c'était comment alors ?» Il a pris une inspiration tremblante. « Nous, on était juste inquiets. Tu vis seul. On voulait juste te protéger. » Me protéger ou prendre ce qui est à moi? Silence absolu. L'avocat a sorti les feuilles du dossier. Venons-en aux faits. Il y a 3 semaines, vous avez discuté de la possibilité de demander la mise sous tutelle de Madame Madeleine pour assumer la gestion de ses biens. Vous avez mentionné un terrain laissé par le défunt Jacques. Vous avez discuté d'obtenir de fausses expertises médicales. Et samedi dernier, lors du dîner de famille, Madame Stéphanie a qualifié Madame Madeleine de vieille inutile devant témoins. Stéphanie est devenue cramoisie. C'était un moment de stress. C'était une humiliation, l'ai-je interrompu. Elle m'a fixé avec haine. « Ah, arrête ça, Madeleine. Tu aimes jouer la victime, mais la vérité, c'est que tu es un poids. On doit s'occuper de toi, t'emmener chez les médecins, te surveiller. Vous ne m'emmenez pas chez un médecin depuis 2 ans, ai-je coupé sèchement. Et je n'ai jamais demandé à personne de s'occuper de moi. Juste parce que tu es têtu, ou parce que je n'en ai jamais eu besoin. » L'avocat a tapoté légèrement la main sur le bureau pour ramener l'ordre. Continuons. Madame Madeleine, voulez-vous montrer les documents? J'ai ouvert la pochette que j'avais sur les genoux. J'ai sorti la première feuille, l'acte du terrain. Je l'ai posée sur le bureau, la faisant glisser vers eux. Ça, c'est le terrain que vous vouliez tant. 400 mètres carrés près de Marne-la-Vallée. Il est à mon nom. Et il vaut 400 000 €. Guillaume a écarquillé les yeux. Stéphanie a regardé cette feuille comme si elle allait prendre feu. J'ai pris le 2e document, le titre de propriété de l'appartement. Ça, c'est un 2 pièces que j'ai acheté il y a 15 ans. Lui aussi est à mon nom. Il est loué régulièrement. Il vaut 350 000 €. Je l'ai mis sur le bureau. Stéphanie a regardé Guillaume, incrédule. Il était pétrifié. J'ai pris les relevés bancaires. Ça, ce sont mes comptes. 3 en tout. Sur celui-ci, j'ai mis de l'argent de côté pendant 30 ans. Il y a 200 000 €. Sur cet autre, il y a les loyers accumulés. 70 000 €. Et ça, c'est ma retraite. J'ai tout mis sur le bureau, une feuille après l'autre, comme des cartes gagnantes. En additionnant tout, je possède un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Le silence dans la pièce était total, presque irréel. Stéphanie était bouche bée. Guillaume se passait une main sur le visage, bouleversé. « Maman, je ne savais pas. »« Tu ne le savais pas parce que je ne te l'ai jamais dit. Mais ce n'étaient pas tes affaires. C'étaient les miennes. » Il a secoué la tête. « Mais pourquoi tu as caché ça ?»« Je n'ai pas caché, j'ai préservé, et j'ai bien fait. » Stéphanie s'est penchée sur sa chaise avec un mélange de rage et d'avidité. « Donc laisse-moi comprendre. Tu avais 1 million d'euros et tu ne nous as jamais aidés? Nous, on se tue au travail pour payer l'école des enfants, le crédit, et tu avais tout ce capital ?» Je l'ai regardé avec un mépris glacial. J'ai payé les études de mon fils toute seule, j'ai payé la moitié de son mariage, j'ai donné des vêtements, j'ai donné de la nourriture, j'ai tout donné. Et tu penses que j'ai l'obligation de financer votre train de vie? Mais on est une famille. Une famille ne traite pas sa belle-mère de vieille inutile. Elle a rougi violemment. Une famille n'essaie pas de voler, ai-je continué inexorablement. Une famille n'humilie pas. Une famille n'oublie pas. Vous m'avez oublié. Vous m'avez mise de côté. Et maintenant, vous voulez mon argent? Guillaume s'est pris la tête entre les mains. Maman, je suis désolé. Je ne savais pas qu'on en arriverait là. Tu le savais, Guillaume. Tu le savais,
et tu n'as rien fait pour l'empêcher. Il n'a pas répondu. Maître Renard a pris une autre feuille. Madame Madeleine a également déposé un testament, enregistré chez le notaire. Et pour le moment, Guillaume n'est bénéficiaire d'aucun de ses biens. Stéphanie a fait un bond sur sa chaise. Comment ça? Cela signifie qu'elle a tout à fait le droit de disposer de ses biens comme bon lui semble, et elle a décidé de tout léguer à des associations caritatives. C'est absurde. C'est légal, a répondu l'avocat d'un ton ferme. De plus, elle possède un certificat médical récent qui atteste de sa pleine capacité mentale. Toute tentative de mise sous tutelle sera contestée et rejetée avec demande de dommages et intérêts. Stéphanie a regardé Guillaume, furieuse. « Dis quelque chose. » Guillaume est resté silencieux quelques instants. Puis, il m'a regardé, les yeux brillants. « Maman, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Mais on peut en parler. On peut... » « On peut quoi, Guillaume? Faire semblant qu'il ne s'est rien passé? Faire semblant que tu n'étais pas sur le point de m'enlever le contrôle de ma vie? Je n'aurais jamais permis que ça arrive vraiment. Mais tu ne les as pas arrêtés quand ils le planifiaient. » Il a baissé la tête à nouveau. Je me suis levé de ma chaise. « Je suis venu ici aujourd'hui pour mettre une chose au clair. Je ne suis pas une vieille inutile. Je suis la maîtresse de ma vie, de mon argent, de mes décisions, et vous ne me prendrez rien. » J'ai regardé Stéphanie droit dans les yeux. « Tu m'as humiliée. Tu m'as traitée comme une moins que rien. Tu m'as fait me sentir petite. Mais je n'ai jamais été petite. J'ai toujours été bien plus grande que ce que tu pouvais imaginer. » Elle a détourné le regard, incapable de soutenir le mien. J'ai regardé Guillaume. « Et toi, mon fils, tu m'as déçu. Tu as laissé faire tout ça. Tu es resté silencieux. Et ça fait plus mal que n'importe quel mot qu'elle a pu dire. » Il pleurait silencieusement. « Maman, pardonne-moi. Les excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. » J'ai pris une grande inspiration. « Je ne vous veux pas près de moi. Pas maintenant. Peut-être plus jamais. Vous allez devoir vivre sans mon argent et sans ma présence. » Stéphanie s'est levée brusquement. « Tu ne peux pas faire ça. Les enfants ont besoin de leur grand-mère. » Les enfants étaient à ce dîner, et ils sont restés silencieux, eux aussi. Ce sont des enfants. Ils ont 15 et 17 ans. Ils savent faire la différence entre le bien et le mal. Maître Renard s'est levé lui aussi. La réunion est terminée. Toute tentative de contact non autorisée ou nouvelle menace de tutelle sera traitée au tribunal. Et pour information, tout ce qui a été dit ici a été enregistré avec l'autorisation de Madame Madeleine. Stéphanie est devenue livide. « Enregistré ?» L'avocat a indiqué un petit dictaphone numérique posé sur une étagère. « Enregistré. » Guillaume a fermé les yeux, vaincu. J'ai pris mon sac et la pochette vide. « Adieu, Guillaume. » Je suis sorti de la pièce sans me retourner. J'ai entendu la voix de Stéphanie crier quelque chose d'hystérique. J'ai entendu l'avocat lui demander de sortir, mais j'étais déjà dans le couloir. Je suis entré dans l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Et quand les portes se sont fermées, j'ai laissé couler les larmes. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement. Dans les semaines qui ont suivi, Guillaume a essayé de m'appeler des dizaines de fois. Je n'ai jamais répondu. Il m'a envoyé des messages. Je ne les ai pas lus. Il est venu chez moi 2 fois. Je n'ai pas ouvert la porte. La 3e fois, il a laissé une lettre sous la porte d'entrée. Je l'ai lue. C'était une longue demande de pardon. Il disait avoir été faible, s'être laissé influencer par Stéphanie, qu'il regrettait, qu'il voulait juste me parler. J'ai mis la lettre dans un tiroir et je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une question d'orgueil, c'était une question de respect. Et il avait perdu le mien. Stéphanie n'a tenté aucun contact, mais j'ai appris par une connaissance du quartier qu'elle était furieuse. Qu'elle se disputait constamment avec Guillaume, qu'elle l'accusait de n'avoir pas réussi à prendre l'argent qu'elle croyait déjà être le sien. Ils ont continué à avoir de sérieux problèmes financiers. Les traites de la voiture étaient en retard. Ils ont retiré Chloé de l'école privée et l'ont inscrite dans le public. Théo a dû repousser son inscription en école supérieure parce qu'il ne pouvait pas payer les frais. J'ai su tout ça, et je n'ai pas eu pitié. J'ai ressenti du soulagement de ne plus être prisonnière de cette dynamique toxique, de ne plus être traitée comme un poids.
de ne plus avoir à avaler des humiliations quotidiennes. 2 mois après la réunion, j'ai vendu le terrain de Marne-la-Vallée. 420 000 € en un seul versement. L'argent est arrivé sur mon compte le jour même. Je me suis assise devant l'ordinateur à regarder le solde total. Plus d'1 million d'euros disponibles, tout confondu. Pour la première fois en 30 ans, j'ai pensé « et maintenant ?» J'ai appelé le docteur Dubois et j'ai pris rendez-vous pour un café, pas pour une consultation. Elle m'a regardée en souriant et m'a demandé « Madeleine, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie maintenant ?» Je suis restée silencieuse. « Je ne sais pas. » Alors découvrez-le. Je suis sortie en repensant à ces mots. Qu'est-ce que je voulais vraiment? J'avais passé les 30 dernières années à travailler, économiser, me sacrifier. J'avais élevé mon fils. J'avais tout payé, j'avais tout préservé. Et maintenant, pour la première fois, je pouvais penser uniquement à moi. La semaine suivante, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite de ma vie. Je suis entrée dans une agence de voyage. La jeune femme m'a accueillie avec un sourire lumineux. « Madame, où voulez-vous aller ?»« Je ne sais pas. Montrez-moi un endroit magnifique. » Elle m'a montré des forfaits pour les Caraïbes, pour les capitales européennes, pour l'Orient. J'ai tout regardé. Et j'ai choisi une croisière de luxe de 15 jours en Méditerranée. Les îles grecques, la Turquie, la Croatie. Vous partez seule ? Oui, seule. Elle a tout préparé. J'ai payé par carte, content. Je suis sortie de là avec les billets en main et un sourire que je ne pouvais contenir. J'ai appelé Maître Renard et je le lui ai dit. Il a ri de bon cœur. Profitez-en, Madeleine. Vous le méritez amplement. Je suis partie en octobre, 15 jours en pleine mer. J'ai vu Santorin, Istanbul, Dubrovnik. J'ai mangé des plats exquis, servis par des serveurs en gants blancs. J'ai dormi dans un lit king-size moelleux. Je me réveillais sans réveil. J'ai parlé avec des gens du monde entier. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie légère comme une plume. Quand je suis rentrée à Paris, la maison m'a semblé différente. Elle n'avait pas changé, mais l'air n'était plus lourd. Le silence n'était plus oppressant. J'étais en paix. J'ai décidé de changer certaines choses. J'ai mis en vente la grande maison où j'avais vécu toute une vie. Elle était trop grande, pleine de fantômes et de souvenirs que je ne voulais plus épousseter. J'ai acheté un appartement plus petit, dans un bel immeuble avec gardien, près du bois de Vincennes. Un endroit lumineux, avec un grand balcon plein de plantes, rien qu'à moi. J'ai sympathisé avec les voisines. J'ai commencé à faire de longues promenades dans le parc le matin. Je me suis inscrite à un cours de poterie. J'ai repris la couture, mais cette fois pour le pur plaisir, en créant de belles choses pour moi, pas par nécessité. La vie a continué. Guillaume a essayé de me contacter d'autres fois. Il m'a envoyé ses vœux pour mon anniversaire, pour Noël, pour le Nouvel An, toujours en demandant à me voir, à parler. 6 mois après la confrontation au cabinet d'avocat, il s'est présenté à mon nouvel immeuble. Je ne sais pas comment il avait trouvé l'adresse, peut-être par une vieille connaissance. Le gardien m'a appelé. Je suis descendue. Il était là dans le hall, les mains vides, les yeux rouges et l'air abattu. « Maman, s'il te plaît, je veux juste parler 5 minutes. » Je l'ai regardé. J'ai vu la fatigue creuser son visage. J'ai vu le repentir sincère. Mais je me suis souvenue aussi de tout le reste. « Guillaume, je ne suis pas prête. Quand est-ce que tu le seras ? Je ne sais pas, peut-être jamais. » Il a dégluti difficilement. J'ai quitté Stéphanie. Je ne m'y attendais pas. On s'est séparés il y a 1 mois. On se disputait tous les jours. Elle n'acceptait pas que je n'ai pas réussi à prendre l'argent. Elle n'acceptait pas que tu m'aies déshérité. À la fin, il n'y avait plus rien pour tenir le mariage. Je n'ai rien dit. Les enfants vivent avec moi, 1 semaine sur 2. Ils demandent de tes nouvelles. J'ai senti un pincement au cœur, mais j'ai pris une grande inspiration. Eux aussi sont restés silencieux, Guillaume. C'étaient des enfants. Les enfants savent ce qui est juste. Il a baissé la tête, regardant ses chaussures. Je sais que j'ai eu tort, maman. Je sais que j'ai été un lâche, et je porterai ça toute ma vie, mais je ne veux pas te perdre pour toujours. Je suis restée silencieuse, à le regarder. Je ne te demande pas d'argent, je ne te demande rien, je te demande juste une chance. Je te demande de ne pas renoncer à moi comme fils. Je l'ai regardé dans les yeux.
J'ai vu l'enfant de 10 ans qui était resté orphelin de père. J'ai vu le garçon qui avait obtenu son diplôme d'ingénieur grâce à mes sacrifices. J'ai vu l'homme qui m'avait profondément déçu. J'ai besoin de temps, Guillaume. Il a hoché la tête lentement. J'attendrai. Tout le temps qu'il faudra. Il s'est retourné et est sorti du hall. Et je suis restée là, immobile dans l'entrée, à réfléchir. Je ne sais pas si un jour, je réussirai à lui pardonner complètement. Je ne sais pas si nous retrouverons un jour notre relation d'avant. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je sais une chose avec certitude. Je ne suis plus cette femme qui avalait tout en silence. Je ne suis plus celle qui se sacrifiait sans limite pour ceux qui ne le méritaient pas. Je ne suis plus invisible. Je suis Madeleine. J'ai 68 ans. J'ai mon argent. J'ai ma santé. J'ai mon autonomie. Et j'ai ma dignité. Et personne ne me reprendra plus jamais tout ça. Si vous vivez quelque chose de similaire, si quelqu'un dans votre famille vous traite comme un poids, comme une gêne, comme si vous étiez invisible, écoutez bien ce que je vous dis. Vous ne devez pas accepter ça. Vous ne devez pas avaler la couleuvre. Et vous ne devez pas vous taire. Relevez-vous, organisez-vous et protégez-vous. Parce que votre vie est à vous. Et personne n'a le droit de vous la prendre. Si cette histoire vous a touché le cœur, écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous m'écoutez. Et restez avec moi pour les prochaines vidéos qui apparaîtront ici à l'écran. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ces mots aujourd'hui même.